Dans cette vidéo, je vais te donner la stratégie que j'utilise pour sécher et être plus musclé en 12 semaines. C'est la deuxième vidéo d'un guide en 3 parties dans lequel je te montre exactement comment perdre du gras et avoir un corps athlétique. Aujourd'hui, on va parler de sport, on va voir pourquoi faire beaucoup de cardio, c'est pas une bonne idée, et comment faire du muscle. D'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai un cadeau pour toi qui va t'aider à passer à l'action. Très rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Olivier, je suis un passionné de musculation et ma spécialité c'est la recomposition corporelle, c'est-à-dire de perdre du gras et devenir plus musclé. Ces 2 dernières années, j'ai accompagné plus de 200 hommes et aujourd'hui, je partage gratuitement mes stratégies pour que toi aussi tu puisses réussir ta transformation. Et éventuellement, si tu veux gagner du temps, faire appel à mes services. On peut démarrer donc de ce pas sur un point mindset. On va parler ici de la pyramide de l'entraînement de Eric Helms, qui est donc composée à la base par l'adhérence. Qu'est-ce que c'est que l'adhérence? C'est tout simplement ta capacité à maintenir le cap sur le plan que tu t'es fixé. C'est composé de 3 parties majeures. La première partie, c'est le plaisir, c'est-à-dire que plus tu vas kiffer ton entraînement, plus tu vas mettre d'efforts dedans et d'intensité, et donc plus tu vas avoir de résultats, tout simplement. Ensuite, ça va être la flexibilité. Il y a des périodes où tu vas être stressé, des périodes où tu vas être fatigué, et donc, il va falloir être en capacité de s'adapter. Si un jour tu es claqué parce que tu rentres du travail et que tu te fais un entraînement hyper sollicitant, bah, tu risques de pas faire les perfs que tu veux et en plus de ça, tu peux même risquer de te blesser. Donc, c'est important d'avoir un programme flexible qui te permet de gérer ces moments-là. Ensuite, il y a la composante réaliste, c'est-à-dire réaliste par rapport à ton nombre de séances que tu vas avoir dans la semaine. Il y a des semaines où tu vas peut-être pouvoir faire 3 séances, d'autres où tu vas pouvoir en faire peut-être un peu plus ou un peu moins. Et donc, bah, il faut que ton programme il soit réaliste par rapport au temps que tu as à disposition. Et ensuite, que tu aies une vision précise sur les objectifs que tu veux atteindre et surtout sur une période précise. Donc moi, typiquement, ce que je recommande, c'est 12 semaines. C'est-à-dire que tu vas te fixer un objectif sur 12 semaines. Et une fois que tu auras atteint cet objectif-là, tu vas t'en refixer un sur 12 semaines après, et ainsi de suite. Et tu vas avancer comme ça par bloc de 12 semaines. Ce qui est bien avec 12 semaines, c'est que ça te laisse suffisamment de temps pour avoir des résultats visuels, et en même temps, ça te laisse suffisamment de flexibilité pour maximiser la composante plaisir. Donc le sweet spot, il se trouve tout simplement au milieu de ces 3 qualités-là. C'est-à-dire avoir un programme qui est flexible, qui s'adapte à ton stress et à ta fatigue, un entraînement qui te fasse kiffer pour que tu mettes au maximum d'efforts et d'intensité dans tes séances, et un programme réaliste avec une vision réaliste pour que tu puisses toujours avoir des objectifs atteignables. Maintenant, j'aimerais parler du winner effect. Dans ce livre, ce qui est très intéressant, c'est que l'auteur explique pourquoi les gagnants continuent de gagner. Typiquement ici, Kobe Bryant, qui a gagné 5 fois le championnat de NBA, pourrait aussi penser à Mike Tyson, qui a sur 58 combats, il en a gagné 50, donc 44 par KO. Et donc, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles ont en commun? Eh bien, c'est que lorsqu'elles gagnent, elles sécrètent 2 hormones, notamment la testostérone et la dopamine. Et ces 2 hormones-là, elles vont donner du focus, de la force, de la détermination et de la confiance en soi. Et donc, les personnes qui gagnent, elles sécrètent tellement de ces hormones-là quand elles gagnent, qu'en fait, elles ont un avantage concurrentiel sur leurs adversaires presque, qui fait qu'elles vont gagner encore plus, elles vont être amenées à gagner encore plus. Et donc, c'est une spirale vertueuse. Plus tu gagnes, plus tu vas être amené à gagner. Mais c'est aussi vrai pour l'inverse, c'est-à-dire que plus tu perds, bah, plus tu vas être amené à perdre. Et donc en fait, tout est une histoire de perception. Tu peux vivre un événement et avoir 2 perceptions de cet événement. Soit tu le vis comme une victoire, soit tu le vis comme une défaite. Par exemple, si tu fais un combat de boxe et que tu te bats contre le champion de ta catégorie, eh bien, imaginons que ce champion-là, le jour où tu fais le combat, il a une blessure à la main. Tu as gagné le combat, mais peut-être tu vas te dire, ah, je l'ai gagné, mais c'était pas tout à fait honnête. Et du coup, tu vas pas avoir cette sensation pure de victoire. À l'inverse, tu peux tout à fait faire le match contre ce champion, tu peux perdre le match, mais avant le combat, tu t'étais fixé de tenir un round et au final, tu en as tenu 3. Et bien là, tu vas avoir l'impression d'être victorieux et donc tu vas rentrer dans cette spirale vertueuse. Donc tout est une question de perception et c'est pour ça que c'est très important que tu te fixes un objectif atteignable sur la période des 12 semaines, des 12 premières semaines, parce que si tu atteins cet objectif, eh bien tu vas sécréter toutes ces hormones qui vont te permettre de gagner sur les 12 prochaines semaines. Et se faire un physique, ça dure pas juste 12 semaines, c'est des années de travail en soi. Et donc le fait de voir ta progression par des blocs de 12 semaines et de à chaque fois te fixer un objectif atteignable et d'atteindre cet objectif-là, eh bien en fait c'est ça qui va te permettre d'être déterminé et motivé tout le long de ta carrière. Donc maintenant, on va pouvoir voir ensemble pourquoi le cardio c'est du passé et surtout comprendre pourquoi faire beaucoup de cardio c'est vraiment contre-productif.
Ce qu'il faut déjà que je te présente, c'est le cortisol, cette hormone qui est responsable du mode fight or flight. Donc, qu'est-ce que c'est? Si tu es confronté à un danger, tu as deux possibilités. Soit tu te bats, soit tu pars en courant. Mais dans les deux cas, tu vas avoir besoin d'énergie et d'énergie très rapidement. Tu vas avoir besoin que ton corps soit excité psychologiquement, que tu sois focus et en même temps que tu puisses tout simplement avoir de l'énergie pour courir ou pour te battre. Ce qui est important de comprendre, c'est que le corps ne fait pas la différence entre un stress physique et un stress psychologique. Pour lui, c'est la même chose d'un point de vue physiologique, il va sécréter du cortisol. Quand tu t'entraînes, il va sécréter du cortisol, et si tu es stressé au travail et que ton patron, par exemple, te menace de te virer, eh bien c'est la même chose, il va sécréter du cortisol. Et donc là où ça devient problématique, c'est quand tu as des niveaux de cortisol qui sont chroniquement élevés. Le corps, il est constamment dans une dynamique d'équilibre. Donc c'est-à-dire que quand tu vas être stressé, il va balancer beaucoup d'hormones de stress, comme le cortisol, et une fois que le stress sera terminé, il va diminuer toutes ces hormones et puis il va augmenter toutes les hormones de récupération, dont la testostérone par exemple. Donc ça veut dire que quand tu as beaucoup de cortisol, tu as beaucoup moins de testostérone, et l'inverse est aussi vrai. Le problème, c'est que quand tu as un cortisol chroniquement élevé, donc ça veut dire que quand tu es tout le temps stressé, tu n'as plus la place pour ces hormones de récupération de prendre le relais. Et donc là, ça peut commencer à poser des problèmes. Tu peux commencer à accumuler de la fatigue et surtout, tu vas avoir beaucoup plus de mal à perdre du gras et à prendre de la masse musculaire. Un point aussi important à comprendre, c'est que la mission du cortisol, c'est vraiment de t'apporter de l'énergie rapidement quand tu es face à une situation de stress. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va aller tout simplement d'abord chercher dans un carburant qu'on appelle le glycogène, donc il y a un sucre en gros qui est contenu dans tes muscles. Sauf que quand tout ce sucre-là il a été consommé, les stocks de glycogène ils sont pas énormes, et il va devoir aller chercher ailleurs. Et là tu pourrais dire qu'il va aller chercher dans le gras, mais pas du tout. Pourquoi? Parce que la transformation du gras en sucre, elle est lente et elle n'est pas très rentable. Donc lui, comme il en a besoin de suite immédiatement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher là où c'est beaucoup plus facile pour lui de convertir en énergie, et ça va être tout simplement dans ses fibres musculaires. Donc il va littéralement détruire ses fibres musculaires pour les transformer en sucre, pour que tu aies de l'énergie sur le moment. Donc quand tu as un cortisol chroniquement élevé, tu vas galérer à perdre du gras et à faire du muscle parce que tu n'as pas de testo, mais en plus de ça, donc le cortisol va s'attaquer littéralement à tes muscles. Enfin, il y a un dernier phénomène qui va se passer, en tout cas qui va nous intéresser, c'est que quand tu vas avoir du cortisol chroniquement élevé, tu risques d'avoir des fringales. Pourquoi? Ça, c'est lié de très près à ce qu'on appelle l'insuline, notre hormone. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici parce que ce serait un peu complexe, mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu vas avoir des envies de craquage alimentaire. Et en soi, ça fait sens puisque quand tu fais face à un stress, le corps t'envoie beaucoup d'énergie. Et donc, une fois que le stress il est passé, il va avoir envie de recharger. Donc, c'est notamment pour ça que tu vas avoir vraiment ces envies de sucre quand tu es très stressé. Si jamais ça t'intéresse que je rentre plus dans le sujet du craquage et que je te donne des solutions plus concrètes peut-être pour régler ça, tu peux écrire craquage en commentaire sous la vidéo et je te ferai une vidéo sur le sujet. Et donc tout ça, ça amène à une chute du métabolisme. Par chute du métabolisme, j'entends tout simplement un ralentissement, c'est-à-dire que tu vas brûler moins de calories dans la journée. Si aujourd'hui par exemple tu dois manger 2000 calories par jour pour perdre du gras, eh bien si tu as un cortisol chroniquement élevé, eh bien en fait ton métabolisme va chuter, donc tu risques de descendre peut-être à 1600 ou même en dessous. Et donc ça c'est problématique parce que ça veut dire que tu vas devoir te priver encore plus d'un point de vue alimentaire si tu veux espérer perdre du gras. Maintenant, pour identifier si tu es concerné par des niveaux de cortisol chroniquement élevés, tu peux regarder notamment deux indicateurs. Le premier, c'est ton rythme cardiaque, et le second, c'est les sueurs froides, l'anxiété, si tu commences à avoir des bouffées de chaleur, etc., ou des crises d'angoisse. Si ça t'arrive souvent dans ton quotidien de voir ton rythme cardiaque qui s'accélère ou d'avoir ces sueurs froides, c'est probablement que tu es souvent sujet à du stress. Et je t'invite du coup à prendre ça très au sérieux et à incorporer dans ton quotidien des moments de relaxation. Donc ça, relaxation, c'est propre à chacun. C'est faire des activités qui te font kiffer, tout simplement, passer du temps avec des personnes que tu apprécies, ce genre de choses. Mais c'est hyper important de mettre ça en place si tu vois que tu as ce genre de symptômes régulièrement dans ton quotidien. Parce que ça veut vraiment dire que tu es très stressé et donc tu vas tout simplement aller droit dans le mur et galérer à perdre du gras si tu conserves ce stress. Donc là, tu vas me demander, c'est quoi la solution du coup? Et la solution, elle est très simple, c'est le NEAT. Dans une journée, ton corps il va dépenser des calories pour différentes fonctions, notamment en grande majorité pour le métabolisme de base. Donc là, c'est le maintien de tous tes organes, du cerveau et puis de ta masse musculaire globalement.
Ensuite, tu vas avoir l'entraînement. Donc là, c'est tout simplement l'énergie qui va allouer, par exemple, si tu fais de la muscu ou ce genre de choses. Ensuite, tu vas avoir la thermogénèse des aliments. Donc là, c'est simplement la digestion. Et enfin, tu vas avoir le NEAT. Et le NEAT, c'est quoi? C'est tous les petits mouvements que tu vas faire dans la journée. Par exemple, cligner des yeux, parler, bouger les bras, ce genre de choses. Ça, c'est du NEAT. En fait, c'est toute l'activité physique qui va être très peu stressante, mais que tu vas faire tout au fil de la journée. Et mine de rien, comme tu peux le voir, ça prend une part importante de ta dépense dans la journée. 22% ici sur ce schéma-là. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'on peut augmenter notre dépense calorique journalière sans augmenter le stress. Et quel est le cheat code à ce niveau-là? Eh bien, c'est la marche. La marche, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est programmé dans nos gènes. Nos ancêtres, ils ont marché pendant des milliers d'années, tous les jours, plus d'une dizaine de kilomètres. Je ne sais pas exactement combien, mais largement une dizaine de kilomètres. Et du coup, en fait, notre corps, il est extrêmement bien adapté pour ça. Ce qui fait que c'est peu stressant. Et surtout, marcher, c'est aussi un plaisir. Si tu marches en nature, par exemple, tu as vraiment cette sensation d'être ressourcé. Donc non seulement la marche, ça ne va pas te stresser, mais ça va en plus de ça favoriser un contexte de récupération. Donc ça va favoriser la sécrétion des hormones comme la testo, etc. Et ce qui est hyper intéressant avec la marche, c'est que mine de rien, ça dépense des calories. Dans une journée, si tu fais entre 10 et 15 000 pas par jour, alors ça va dépendre des gens, mais tu peux être à au moins 200 calories supplémentaires dans la journée. Ok, 200 calories, c'est pas négligeable, et tout en sachant que ça va vraiment dépendre des gens. Il y a des gens pour qui ce sera beaucoup plus que ça. Donc moi, ce que je te recommande de faire, c'est de viser entre 10 et 15 000 pas par jour. Pour ça, rien de plus simple. Tu prends ton téléphone, tu le gardes sur toi, et puis tu mets des petits moments de marche dans ta journée. Ce que je ne te recommande pas de faire par contre avec la marche, c'est de vouloir faire les 10 ou 15 000 pas d'un coup. Découplés dans la journée. Tu verras que ce sera beaucoup plus simple de les atteindre. D'ailleurs, si toi aujourd'hui tu veux perdre du gras et avoir un corps athlétique, tu peux réserver un appel en lien dans la description. Ce sera directement avec moi et on pourra rentrer en détail dans ta situation. Maintenant, on va parler de muscles. On va voir comment en faire tout simplement. Et pour ça, il faut que je te parle d'abord du principe de surcompensation. On a tendance à penser que quand on s'entraîne, on est plus fort à la fin de la séance. Sauf que ce n'est pas du tout le cas. On est tout l'inverse, on est plus faible. Si par exemple tu fais une séance jambes, avant la séance, tu vas être capable de monter les escaliers par 2 ou 3 marches. Par contre, quand tu vas sortir de ta séance, tu vas juste galérer à descendre les escaliers. Donc ça montre bien qu'on est plus faible après la séance qu'avant la séance. Et donc c'est tout à fait normal puisque une fois qu'on a terminé la séance, on est plus faible. Et donc après, on va avoir une période de 36 heures pendant laquelle le corps, sa mission, ça va être de récupérer des dommages qu'on va avoir fait pendant la séance et ensuite de surcompenser pour devenir plus fort. Et une fois qu'on est au pic de surcompensation, on va pouvoir se réentraîner à nouveau, faire des dommages, récupérer des dommages et surcompenser à nouveau. Et c'est comme ça qu'on monte petit à petit en escalier. Donc, dans cette période de 36 heures, il y a la récupération et la surcompensation. Et ça va dépendre d'une personne à l'autre. Ça va être énormément dépendant de ta génétique et aussi du stress au quotidien. Mais il y a des personnes qui vont récupérer très vite et du coup qui vont avoir beaucoup plus de temps pour surcompenser. Donc, si elles ont plus de temps pour surcompenser, elles vont surcompenser beaucoup plus haut. Et à l'inverse, il y a des gens qui vont mettre beaucoup plus de temps à récupérer et qui vont surcompenser que très peu. Donc, tout l'art de l'entraînement, c'est d'adapter son entraînement pour faire en sorte que tu puisses avoir la récupération la plus courte possible et avoir le plus de temps possible en surcompensation. Donc c'est pour ça que ça ne sert à rien de s'entraîner tous les jours. Il faut laisser au moins 36 heures avant de solliciter à nouveau le même muscle pour faire le maximum de gains possible. Si tu réentraînes ton muscle avant, en fait tu risques juste de le réentraîner à un moment où il était déjà en train de récupérer. Et donc au lieu d'avoir une courbe montante comme ça, tu peux soit avoir une courbe qui reste droite, soit avoir carrément une courbe descendante où en fait tu es en train de perdre du muscle plutôt que d'en gagner. Donc maintenant que tu as bien compris ça, on va pouvoir parler des 4 piliers de l'hypertrophie musculaire. L'hypertrophie musculaire, c'est le fait de faire grossir ta masse musculaire. Le premier pilier, c'est la tension mécanique. La tension mécanique, c'est quoi? C'est tout simplement la tension que tu vas appliquer sur tes fibres musculaires. Plus cette tension elle va être forte, plus le signal d'hypertrophie va être important. Donc la tension mécanique, elle est composée de 3 piliers majeurs. Le premier, ça va être la charge, donc tout simplement le poids que tu vas soulever. Le deuxième, ça va être la forme, c'est-à-dire la qualité d'exécution de ton mouvement et sa stabilité. Et enfin, le dernier, ça va être le stretch. Donc le stretch, c'est tout simplement l'étirement de tes fibres. C'est-à-dire que si tu tires très fort sur tes fibres, forcément tu augmentes la tension mécanique. Et donc pour savoir si tu as un bon stretch, c'est très simple. C'est globalement juste avoir un bon ressenti. Si quand tu fais un mouvement, tu te sens bien, tu sens bien le muscle travailler, ça veut dire que tu as un bon stretch. On peut aller beaucoup plus loin là-dedans, notamment avec la biomécanique, mais là ce serait beaucoup trop complexe. Donc retiens simplement que
Avoir un bon stretch, c'est simplement avoir un bon ressenti. Donc le sweet spot, il se trouve au milieu, évidemment. Le but, ça va être d'avoir une charge qui te permet d'avoir une bonne forme, une bonne qualité d'exécution et d'être bien stable dans ton mouvement et qui te permet d'avoir le meilleur ressenti possible avec le meilleur stretch possible. C'est quand tu relis ces trois piliers que tu as la meilleure tension mécanique possible. Ensuite, le deuxième facteur d'hypertrophie, ça va être les répétitions effectives. Les répétitions effectives, c'est quoi? Ce sont les 5 dernières répétitions avant l'échec musculaire. Donc en gros, ce sont ces 5 dernières répétitions-là qui vont vraiment compter et qui vont te permettre de développer ta masse musculaire. Pourquoi ces 5 répétitions avant l'échec? Tout simplement parce que dans le corps, tu as deux types de fibres. Tu vas avoir des fibres relativement fines qui sont plus endurantes et des fibres plus épaisses qui sont plus fortes. Et donc, ces fibres fortes, ce sont aussi celles qui ont le plus gros potentiel de grossissement. Ces fibres-là, tu as deux moyens de les solliciter, soit avec de l'explosivité, soit en étant très proche de l'échec musculaire. Nous, en musculation, on va plutôt chercher l'échec musculaire parce qu'en explosivité, il y a plein d'autres phénomènes comme l'élasticité des tendons, etc., qui va rentrer en compte. Et donc, tu vas aussi faire beaucoup des adaptations nerveuses et moins des adaptations vraiment musculaires. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est faire grossir le muscle le plus possible. Et donc pour ça, on va plutôt essayer d'être à l'échec musculaire et de diminuer tous les facteurs d'explosivité. Donc là, tu vas me poser la question, série longue ou série courte du coup. Et en fin de compte, peu importe. L'important, c'est juste d'être proche de l'échec. Maintenant, évidemment, si jamais tu te fais des séries de 30 répétitions et que tu vas à l'échec musculaire à la 30e répétition, au final, tu auras eu 25 répétitions qui ne t'auront pas servi à grand-chose. Sauf que ces 25 répétitions-là, elles auront quand même demandé de l'énergie et donc elles auront créé de la fatigue. Donc si tu fais que des séries de 30 répétitions, en fait, ça n'a pas de sens parce que tu vas simplement augmenter ton temps de récupération. Et tu vas du coup avoir beaucoup moins de temps pour surcompenser. Donc faire trop de répétitions, c'est un peu contre-productif. Donc moi, qu'est-ce que je recommande pour ça? C'est tout simplement de rester dans les fameux 6 à 12 répétitions. Ça va te permettre de ne pas accumuler trop de fatigue et donc de maximiser cette période de récupération. Donc maintenant, tu vas me demander, est-ce que tu dois aller à l'échec musculaire à chaque série? Et là, la réponse très simple, c'est non. Pourquoi non? Parce que si tu vas à l'échec musculaire à toutes tes séries, en fait, tu vas créer énormément de fatigue. Aller proche de l'échec, ou en tout cas même être à l'échec total, c'est extrêmement fatigant pour le corps. Donc si tu es tout le temps à chaque série à l'échec musculaire, tu risques de surfatiguer et encore une fois d'augmenter ta période de récupération et du coup de diminuer ta période de surcompensation. Ça évidemment, c'est très propre à chacun. Il y a des personnes qui vont être capables d'aller beaucoup plus loin dans les efforts et de récupérer très vite, et d'autres beaucoup moins. Donc ça, c'est à toi de trouver. Maintenant, ce que je te recommande de faire, c'est de garder 1 à 2 répétitions en réserve. Ça veut dire que si tu fais 6 répétitions par exemple, tu fais 3 séries de 6 répétitions, il faut que la charge que tu utilises, elle te permette de monter à 8 répétitions. Comme ça, tu te gardes 2 répétitions en réserve à la fin de chaque série. Sauf sur la dernière, où là, la dernière série, tu peux aller à l'échec parce que sinon, c'est pas drôle. C'est intéressant aussi de tester, de voir ses niveaux de force. Et puis surtout, ça va aussi te permettre de savoir si justement, tu es dans la bonne fenêtre. Parce que des fois, tu vas peut-être avoir l'impression qu'il te reste que 2 répétitions en réserve. Mais si tu les fais jamais, tu peux jamais être vraiment sûr. Et en fait, des fois, quand tu les fais, tu te rends compte que tu en avais 4, voire 5, voire 6, et que du coup, en fait, tu n'étais pas du tout aussi proche de l'échec que ce que tu pensais. Donc c'est intéressant d'aller à l'échec quand même de temps en temps, notamment sur la dernière série d'un exercice dans tes séances tout simplement. Ensuite, le troisième facteur d'hypertrophie, ça va être le volume. Le volume, c'est quoi? C'est très simple, c'est le nombre total de répétitions effectives que tu vas faire dans la semaine. Et ça, c'est très facile à comprendre. Évidemment, si tu fais 20 répétitions effectives, tu auras un bien meilleur signal d'hypertrophie que si tu n'en fais que 5. Et donc là, tu vas me demander combien de répétitions effectives je dois faire pour progresser. Je ne peux pas vraiment te répondre parce que ça va vraiment dépendre d'une personne à l'autre. Par contre, ce que j'aimerais vraiment que tu visualises, c'est ce que ça représente en termes de rep effectives si tu fais par exemple 2 exercices par semaine. Si tu as 2 exercices, par exemple le squat et le leg extension pour les jambes par semaine, sur le squat, tu te fais 3 fois 8 répétitions avec un RIR de 2. Donc le RIR, c'est le nombre de répétitions que tu vas garder en réserve. Donc ça veut dire que sur chaque série, si tu as 5 répétitions effectives et que tu en enlèves 2 avant l'échec, ça veut dire qu'il t'en reste plus que 3. Donc à chaque série, tu vas accumuler 3 répétitions effectives. Donc si tu fais 3 x 3, ça fait 9. Pareil sur le leg extension, si tu gardes une seule répétition en réserve, ça veut dire que tu vas accumuler 4 répétitions effectives par série. Donc 4 x 3, 12. Donc au total, sur la semaine, tu auras déjà eu 21 répétitions effectives, avec seulement 2 exos et 3 séries par exercice. Donc tu vois que ça peut monter assez vite. Maintenant, je t'invite à tester, à voir ce qui fonctionne le mieux pour toi. Mais ce qu'il faut bien être conscient, c'est que
Si tu fais par exemple 4-5 exercices par semaine, bah, tu peux vite rentrer dans de la surfatigue et augmenter considérablement ton temps de récupération plutôt que de le diminuer. Et du coup, bah, c'est contre-productif. Donc l'idée, c'est pas d'en faire toujours plus, c'est juste de trouver le bon volume qui fonctionne bien pour toi. Et à partir de là, bah, d'être régulier, tout simplement. Et enfin, le dernier facteur d'hypertrophie, c'est la surcharge progressive. C'est logique puisque, comme tu l'as vu, quand tu surcompenses, bah, tu es plus fort, tu as plus de tissu, tu as plus de muscles, donc forcément, bah, tu as plus de force. Et si tu veux rester toujours dans ces 5 répétitions effectives au fur et à mesure du temps, tout en restant entre 6 et 12 répétitions, eh bien en fait, tu vas être obligé d'augmenter la charge. Donc si tu n'augmentes pas la charge avec le temps, ça veut dire que bah, tu fais pas bien les choses et que tu n'es pas en train d'appliquer la surcharge progressive. L'erreur avec la surcharge progressive, c'est de penser qu'il faut progresser à chaque séance, tout le temps, et que ça doit être linéaire. Non, la charge, elle ne monte pas tout le temps, toutes les semaines, de façon indéfinie. Il y a un moment où forcément, bah, tu vas être peut-être un peu plus fatigué sur une séance, il y a des périodes où tu vas un peu moins t'entraîner. Donc la charge, elle va évoluer, mais il y a des moments où elle sera plus basse et des moments plus hautes. L'important, c'est juste que dans le temps, sur une vision macro, sur une vision de plusieurs mois, eh bien, que tes perfs augmentent. Donc ça veut dire que si tu fais un développé couché au mois 1 à 40 kg et que tu es toujours à 40 kg au 6e mois, c'est qu'il y a un problème, c'est que tu n'as pas appliqué le principe de surcharge progressive. Pour ça, le mode de progression le plus simple que je puisse te proposer, c'est de rajouter une répétition à chaque séance. Donc ça veut dire que, par exemple, sur du squat, tu fais première séance 3 séries de 8 répétitions. La séance 2, tu vas faire 3 séries de 9 répétitions. Et tu vas rajouter une rep comme ça à chaque séance jusqu'à arriver à 12. Et quand tu arrives à 12, tu redescends à 6 répétitions et tu augmentes la charge. Comme ça, tu t'assures d'avoir une progression dans ta charge au fur et à mesure du temps. D'ailleurs, si toi aujourd'hui tu essaies de perdre du gras et d'avoir un corps athlétique et que tu veux gagner du temps, alors tu peux réserver un appel en lien dans la description. Ce sera directement avec moi et on pourra rentrer en détail dans ta situation. Si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, ça veut dire que tu es déterminé à changer et je ne peux être qu'admiratif de ça. Donc dans ce cadre, j'ai décidé de t'offrir un programme complètement gratuit. C'est un programme hybride, donc qu'est-ce que j'entends par hybride? C'est un programme qui s'adapte en fonction du nombre de séances que tu peux faire dans la semaine. Donc si tu peux faire que 2 séances par semaine, il n'y a aucun problème. Le programme s'adapte et tu peux monter jusqu'à 5 séances par semaine. Pour ça, rien de plus simple, tu m'envoies juste hybride en message sur Insta et je t'envoie ça avec plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo et je te dis à très vite. Ciao.